Bonjour, merci pour l'invitation. Donc effectivement, moi je vais parler des enfants de l'espèce humaine en fait et voir comment on peut développer des aliments qui puissent permettre de répondre à leurs besoins sensoriels en examinant d'une part les méthodes qui permettent de répondre à ces questions et puis des résultats qu'on a pu déjà obtenir sur cette question et qui peuvent fournir, donner des idées de développement de futurs produits. Oups. Ça a déjà été rappelé par Didier et par Isabelle, donc je ne vais pas revenir sur tous ces éléments-là. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à la naissance et pendant longtemps, chez l'espèce humaine, l'enfant est dépendant de son entourage pour son alimentation, et donc ne peut pas répondre à ce besoin primaire de manière autonome. Et on a aussi parlé du rôle capital de l'alimentation à la fois dans la couverture des besoins nutritionnels, pour une croissance optimale au début de la vie et aussi dans la perspective du développement éventuel de maladies ou de l'état de santé de l'adulte. On peut aussi rappeler l'importance du plaisir dans l'alimentation qui finalement procure un contexte fort d'apprentissage des propriétés sensorielles des aliments. Et en fait, le plaisir, c'est quelque chose qui est particulièrement important dans le contexte alimentaire puisque ça va faire passer l'enfant de cet état-là à cet état-là, donc un état apaisé et beaucoup plus détendu. Et donc l'alimentation va jouer un rôle important sur le système de la récompense qui fait que en fait, l'enfant va mémoriser ses expériences sensorielles dans ce contexte-là qui vont pouvoir jouer à très long terme. Donc aussi dans les enjeux autour de ces questions, il faut bien comprendre que le mode d'alimentation évolue pendant les premières années de vie, puisqu'on a parlé de la période de gestation, donc avec une alimentation ombilicale, et puis l'enfant passe ensuite à une alimentation orale à partir de la naissance, puis autour de 6 mois, c'est-à-dire autour de l'âge où le lait maternel n'est plus suffisant pour couvrir les besoins nutritionnels, l'enfant va développer une alimentation orale, ici, qui va supposer finalement de nombreux apprentissages afin de pouvoir gérer la texture des aliments qui varie fortement à ce moment-là. Donc vers 2 ans, c'est-à-dire la fin de la période des 1000 jours qu'Isabelle a citée, on considère que l'enfant devient essentiellement autonome pour son alimentation. Souvent avant cet âge-là, il a rejoint la table familiale et donc consomme essentiellement les aliments qui sont consommés par ses parents. Donc voilà. Ensuite, au-delà de cette période, ce qu'on voit apparaître, c'est une période dite de néophobie alimentaire avec développement du rejet d'aliments nouveaux. Donc c'est quelque chose qui peut être vécu de manière assez tendue par les parents avec des enjeux d'éducation autour de la table qui deviennent très forts. C'est une période qui dure, parfois jusqu'à 8 ans, voire plus, et qui nécessite aussi de nombreuses ressources éducatives et qui amène de nombreuses questions. Donc on va se centrer plutôt sur cette période précoce de transition majeure en matière d'apprentissage alimentaire. Donc finalement, l'enfant doit apprendre à manger au cours de cette période. Comment manger, vraiment d'un point de vue très mécanique. Quoi manger, dans quelle quantité, à quel moment et dans quel contexte. Donc tous les éléments qui vont constituer finalement son comportement alimentaire ultérieur, d'adulte, d'enfant plus grand. Et pour évaluer ça, répondre à ces questions nécessite de mesurer les capacités orales et les préférences sensorielles des petits-enfants, ce qui est compliqué car ces enfants, comme les mini-porcs dont parlait Isabelle tout à l'heure, ont la particularité d'être non-verbaux, c'est-à-dire de ne pas pouvoir s'exprimer directement. Donc on va chercher à évaluer leur comportement de manière indirecte pour comprendre comment ils vont réagir à tous ces éléments sensoriels dans leur environnement. Un élément dont Didier n'a pas parlé tout à l'heure, il a évoqué en détail les différences de composition nutritionnelle entre le lait maternel et les formules infantiles. Il y a d'autres différences qui sont importantes à prendre en compte ou à garder en tête, sont des différences sensorielles. Donc, le lait maternel peut être porteur, par exemple, d'arômes des aliments consommés par la mère. Et l'exposition à ces arômes au cours de la période d'allaitement peut préparer également l'enfant à accepter plus facilement des aliments au moment de la transition vers la diversification alimentaire. Donc c'est aussi un facteur à prendre en compte. Donc c'est vrai en matière d'arômes dans le lait maternel, c'est vrai également en matière de saveur. Le lait maternel est assez riche en glutamate, qui est la saveur du goût umami, et donc qui peut aussi contribuer à des différences d'appréciation. Et c'est
Aussi vrai en termes de texture, puisque au cours de la tétée, le lait maternel s'enrichit en lipides et donc acquiert une texture relativement variable. Donc, ce qui caractérise finalement l'alimentation par le lait maternel, c'est la variété sensorielle par opposition à une moindre diversité dans des formules infantiles. Alors, pour évaluer donc tous ces aspects, j'ai mis en avant quelques méthodes qu'on a développées au laboratoire. Donc, une première méthode qu'on a appelée baby liking, donc où on essaye finalement de développer une approche qui permette d'évaluer l'appréciation d'un enfant, d'un nourrisson, pour différents produits alimentaires qui soient facilement déportables hors laboratoire. Donc on a développé beaucoup de techniques pour évaluer ces aspects-là au laboratoire. Donc on a des approches assez fines qui permettent de caractériser le comportement de l'enfant. Simplement, on est parfois limité par le fait que pour les parents, c'est compliqué de se déplacer dans notre laboratoire et aussi qu'on veut parfois suivre l'enfant sur plusieurs repas ou plusieurs jours et c'est plus facile de le faire en laissant les enfants dans leur contexte de vie habituel. Donc, on développe une évaluation comportementale basée sur l'analyse des expressions faciales, donc l'analyse comportementale. Donc, on s'intéresse au comportement quand la cuillère arrive devant l'enfant ou quand l'aliment est en bouche, en entraînant les parents finalement à évaluer des comportements qu'on peut qualifier de positifs ou négatifs. Et pour faire ces entraînements, en fait, on a utilisé des petites vidéos. Alors là, je ne sais pas si je vais... Ah, oui, voilà. Est-ce que vous pouvez baisser le son, s'il vous plaît? Peut-être qu'on n'a pas besoin du son. Voilà, on a listé différents comportements qui sont considérés comme négatifs dans l'évaluation d'un aliment. Donc, par exemple, regarder ailleurs, mettre son corps en arrière, repousser la cuillère. Donc, celui-ci, il va être assez clair, en fait. Voilà. L'obstruction avec la main. Voilà, donc on a différents exemples comme ça de vidéos. J'ai pas tout montré parce que je voulais pas que ça nous prenne trop de temps. Mais l'idée, c'est vraiment d'attirer l'attention des parents sur ces signaux comportementaux qui parfois passent très vite. Alors évidemment, là, on a zoomé sur ces comportements, donc vous ne voyez que ça. Mais il faut les imaginer dans la séquence d'un repas, dans le fil du déroulement du repas. C'est parfois des petits signaux très brefs. Et si la maman détourne la tête à ce moment-là, elle va pas les capter en fait. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de bien centrer sur ces comportements. Et à la base, en utilisant ce type d'approche, on a réussi à décrire différentes caractéristiques des préférences olfactives, gustatives et texturales des nouveau-nés, des nourrissons, pardon. Donc ici, par exemple, c'est un résultat d'une cohorte qu'on appelle OPALINE, donc l'Observatoire des préférences alimentaires du nourrisson et de l'enfant, une cohorte dijonnaise, au cours de laquelle on a suivi plus de 300 enfants depuis l'âge de 3... on les a recrutés avant la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc là, c'est simplement un petit zoom sur quelques résultats sur les préférences en matière de saveur. Donc je ne vais pas forcément passer tout en vue dans le détail, mais ce qu'on observe à 3 mois, c'est que la saveur sucrée est préférée par les enfants. Et dès 6 mois, on a une augmentation de la préférence pour la saveur salée qui devient plus appréciée que la saveur salée à 12 mois. Donc probablement en lien aussi avec le développement de la diversification alimentaire entre ces différents âges. Donc on peut comme ça faire une cartographie assez fine des préférences des enfants au cours du développement. Cette notion de développement, elle est vraiment importante puisque les enfants, au fur et à mesure de leur acquisition de compétences orales, vont développer aussi des préférences différenciées. Et donc c'est particulièrement important à prendre en compte. De la même manière, on étudie les préférences olfactives, donc en exposant les enfants à des biberons sans tétine qui contiennent des odorants sur un petit coton placé au fond, donc à différents âges. On l'a fait à 8 mois, 12 mois et 22 mois. On a observé que la valeur hédonique, donc l'appréciation pour des odeurs, se développe à partir de l'âge de 12 mois, c'est-à-dire qu'à 8 mois, on n'a pas de différenciation pour des odeurs qui étaient des odeurs de nature alimentaire, plutôt plaisantes ou plutôt déplaisantes. Donc, par exemple, des odeurs de poisson qui n'étaient pas rejetées par les enfants, mais qu'ils deviennent à partir de 12 mois. Et on observe surtout des comportements d'évitement envers des odeurs déplaisantes, assez peu de comportements d'attraction envers des odeurs plaisantes. Donc, finalement, des éléments qui aident aussi à comprendre comment les enfants se positionnent vis-à-vis d'odeurs alimentaires. Et quand même, on observe qu'à 12 mois, donc, quand les enfants rejettent très fortement certaines odeurs alimentaires, donc là, c'est des évaluations individuelles, sont aussi des enfants qui rejettent les aliments associés, donc par exemple, dans le cas du poisson et du fromage.
Au niveau des comportements oraux et de l'appréciation de la texture, on a développé également un projet. Donc, autant la cohorte opaline, c'était une cohorte avec un financement essentiellement public et quelques mécènes privés qui ont soutenu le projet. Ce projet-là s'était fait dans le cadre d'une thèse CIFRE avec un industriel, où donc on a regardé au fil des âges, donc à 6, 8 et 10 mois, 12 ou 15 et 18 mois, comment l'enfant appréhende différentes textures. Donc soit ici un aliment en purée, donc qui est typiquement considéré comme adapté pour un enfant de cet âge-là, ou un boudoir. Et on voit que l'aliment en purée, il est sucé, très peu mastiqué par l'enfant, très bien avalé dès le début de nos évaluations, très bien avalé dès le début de nos évaluations, alors que le biscuit est très peu avalé en fait, et il commence à être bien accepté et consommé par l'enfant, avalé, à partir du moment où les capacités de mastication ont été suffisamment développées pour que l'enfant puisse, là encore, déstructurer l'aliment, former un bol qu'il va pouvoir avaler de manière confortable, entre guillemets, même si là, on n'a pas évalué cette notion de confort en bouche chez l'enfant. Donc voilà, différents types d'approches qui nous permettent de caractériser des comportements et l'appréciation de différents aliments. On a aussi développé une approche de balance connectée qui nous permet de comprendre la dynamique de consommation de l'enfant au cours du repas. Donc en invitant les mamans et leurs enfants à venir au laboratoire. Donc, on pose simplement le bol dans lequel l'aliment est présenté sur une balance qui est connectée à un ordinateur et donc qui permet un enregistrement en continu des consommations de l'enfant. On a développé surtout des boucles de pré-traitement informatique qui nous permettent directement de lisser et de récupérer les données de consommation. Et donc, on peut voir de cette manière-là le moment du premier refus ou un moment où on verrait une cassure dans la courbe qui signalerait peut-être le début du rassasiement par l'enfant, en fait. Donc, l'intérêt de ces méthodes, combinées aux méthodes d'évaluation de l'appréciation, c'est de comprendre aussi le fonctionnement dyadique de nourrissage entre la mère et l'enfant et de comprendre comment ce fonctionnement peut être affecté, par exemple, par les propriétés de l'aliment qui sont consommées, notamment par la densité énergétique qui peut être un modulateur des consommations. Autre élément méthodologique intéressant pour explorer cette question, donc là c'est une méthode qui est développée pour des enfants plus âgés, des enfants d'âge scolaire. Donc là on sort de la période des 1000 premiers jours. Donc c'est une méthode qui permet d'évaluer l'évolution au cours d'un épisode de consommation de l'appréciation d'un produit par les enfants, ou liking temporel enfant. Vous connaissez peut-être ce phénomène qu'on appelle le rassasiement sensoriel spécifique et qui fait qu'au cours de la consommation d'un aliment, on va se lasser de cet aliment. Donc si je vous offre le meilleur chocolat du monde et que vous adorez, vous allez en consommer 1 carré, 2 carrés, 3 carrés. Et au bout d'un moment, vous allez vous lasser, vous aurez peut-être envie d'autre chose, peut-être une petite tasse de café pour faire passer aussi tout ce produit. Donc ce phénomène de diminution de l'appréciation au cours de la consommation, le rassasiement sensoriel spécifique, on peut l'évaluer en mesurant l'appréciation avant ou après la consommation d'un produit, ou alors on peut aussi s'intéresser à la diminution de l'appréciation au fil de la consommation, donc bouchée après bouchée. Donc dans le cadre de ce travail, on a demandé à des enfants de noter 6 petits pots de compote de fruits au fil du temps, en développant tout un travail sur les instructions pour leur permettre de différencier leur appréciation en général du produit, leur appréciation bouchée après bouchée, donc ce qui est vraiment tout l'intérêt dans cette étude. Et donc là, on voit bien une diminution de l'appréciation au fil des bouchées, et finalement, à la première bouchée, pas de différence par rapport à une méthode statique où on aurait une seule évaluation, et par contre, à la 6e bouchée, une différence significative par rapport à la première bouchée. Donc là encore, c'est une méthode qui a beaucoup d'intérêt pour comprendre le rôle de la densité énergétique sur l'évolution de l'appréciation au cours de la consommation d'un produit, et donc qu'on vient de publier. On n'a pas encore beaucoup d'autres applications sur ce travail-là. Donc perspective d'innovation, donc en partant des connaissances qui sont de plus en plus complètes sur les préférences gustatives, olfactives ou texturales à différents stades du développement. Donc ça c'est important, cette notion développementale. On peut définir de plus en plus précisément les caractéristiques des aliments qui sont appréciés des nourrissons et qui permettent de répondre à leurs besoins nutritionnels.
Et on peut aussi observer les caractéristiques qui peuvent être boostées finalement pour développer le développement par exemple des compétences orales en matière d'appréciation de la texture. Et cela donne finalement d'autres possibilités d'innovation. Donc la connaissance des ingrédients qui permettent de répondre aux besoins nutritionnels évolue sans cesse. Donc on a parlé aujourd'hui déjà d'acides gras polyinsaturés. On pourrait parler des acides aminés dont le profil est assez différent entre les maternelles et formules infantiles. Isabelle et Didier ont parlé également des oligosaccharides qui sont présents dans les formules. Donc ceux-là ont des saveurs plutôt appréciées en général, saveurs sucrées pour la plupart, donc posent moins de problèmes d'acceptabilité. Par exemple, les acides gras polyinsaturés peuvent avoir des odeurs ou des arrière-goûts de poisson, les acides aminés des saveurs acides ou amères, et les médicaments également des saveurs acides ou amères. Donc autant d'éléments sur lesquels il faut travailler pour essayer de comprendre l'acceptabilité ou comment on peut trouver des leviers pour améliorer l'acceptabilité pour les nourrissons. Donc les compétences qu'on a développées dans ces thématiques-là peuvent permettre de nous aider à accompagner le développement de tels produits pour répondre à ces fonctionnalités. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention.